Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. Notre dernier panel aujourd'hui sera animé par Heather DeSantis de Santé publique Canada. Les biographies complètes de nos interlocuteurs sont disponibles sur le site. Merci. La parole est à vous. D'être ici avec vous et avec tous les universitaires et chercheurs et étudiantes. C'est vraiment un travail important d'étudier les thèmes importants de ce domaine. So thank you very much, Justin, to you and your team for the organization. Merci beaucoup à votre équipe pour votre contribution à la conférence à UQAM, au réseau et surtout aux académiques, les universitaires comme moi, qui cherchent des bonnes conversations et bons échanges dans le monde du renseignement. Je pense que tous les panélistes ont bien fait aujourd'hui dans l'exploration et nous avons le grand plaisir d'être le dernier panel qui, j'espère, pourra peut-être réunir tous les thèmes et aussi ouvrir de nouveaux concepts. Et la multipolarité, ce qui est dans le titre de notre congrès aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 3 présentations excellentes. Rich Whitaker de l'Université de Victoria. Ensuite, Nancy Teeple sur l'amélioration du RSR et ses effets sur la stabilité stratégique, et Patrick Walsh de l'Université avec sa perspective de l'autre bout du monde. Il va parler sur la communauté nationale du renseignement d'Australie, défis et possibilités dans un monde multipolaire. Donc, je vais maintenant me tourner vers nos panélistes. Roger, you there? Not coming out here? There we go. Okay. I'm here really to talk about the past and where Canadian... Moi, je suis là pour parler du passé et d'où le renseignement canadien peut venir, mais ça va peut-être nous donner une idée de quelle direction ça va prendre ou peut-être pas dans le futur. Et je vais commencer avec le Ground Zero. And the beginning of the bipolar Cold War world in 1945, just at the conclusion of World War II. That was the moment when Soviet cipher clerk Igor Gouzenko defected to the defected to Canada from the Soviet embassy with a sheaf of documents indicating extensive Soviet military intelligence operations in Canada on its erstwhile wartime ally, but also with many hints of the much wider range of Soviet intelligence across the Western world. And that moment. Et à ce moment-là, ça s'est passé ici au Canada parce qu'il n'y avait pas de fusillade dans la guerre froide, mais le Canada n'était vraiment pas prêt pour ce genre de choses, surtout le front de toute confrontation avec l'Union soviétique à l'échelle mondiale était aussi prêt pour les ramifications domestiques. Et immédiatement, avec notre allié traditionnel, qui demeure notre allié le plus important après la guerre, et aussi la Grande-Bretagne était ici au Canada, et le FBI des États-Unis, cette coopération en termes de comment que ça allait être géré d'une perspective anti-renseignement était entièrement intégré
dans l'anglosphère de la coopération du renseignement. Et la GRC a joué un rôle clé au Canada, mais du côté plus large. Ça venait des Britanniques en particulier. Et il s'agissait d'un paradigme en termes du partage du renseignement, en termes de ce que le Canada pouvait offrir. C'était la possibilité de trouver de l'information sur les Canadiens, des choses qui se passaient au Canada, en échange pour toutes choses qui se produisaient dans le monde pour les agences de renseignement étrangers. Donc, je dirais que ce genre de relation a donné d'énormes bénéfices au Canada. Il n'y a aucune question. Accès à un éventail de renseignements qu'on n'aura jamais seul. On peut pas, c'est vrai. Mais c'était aussi parler de la grandeur. C'est pertinent, je crois, à long terme. Voici une des choses. Ce n'était pas nécessairement un désavantage à ce moment-là, mais le premier ministre canadien à ce moment-là, Mackenzie King, a décidé soudainement, avec l'affaire Gasenko. Avec le président Truman et le Prime Minister Attlee et les agences du renseignement des trois pays. Et King a décidé qu'il allait y aller seul et qu'il allait demander à l'ambassade soviétique d'informer Staline sur ce qui arrivait ici au Canada, avec la notion que Staline ne le savait pas et qu'il pourrait arrêter ça. Et c'était complètement fou comme idée. Et pas de doute là-dessus. Mais comment ça a été arrêté, c'est que MI5 a sauté dans la mêlée et a demandé à la GRC de s'assurer qu'il pouvait parler à King. Et en parlant à King, la GRC a parlé de J. Edgar Hoover et que c'était une mauvaise idée et qu'il suivait plein de pistes qui seraient effacées si vous continuez avec ça. Et King était hésitant. Et maintenant, on a une situation très bizarre ici. D'un côté, comme j'ai dit, c'était une idée un peu folle que le premier ministre a pondu. Et de contre-intelligence, les dommages qui auraient été faits s'ils avaient suivi ça, il aurait été immense. Mais de l'autre côté, il était le leader élu au Canada qui a décidé d'invoquer la sécurité nationale, la souveraineté nationale et poursuivre une solution faite au Canada. Et ça a été arrêté par les actions concertées interfrontalières des professionnels du renseignement des trois pays. Et ça a mis la table pour la collaboration qui allait suivre à l'avenir. Maintenant, un deuxième problème de cet arrangement, c'était les vulnérabilités des Canadiens à la mauvaise utilisation de l'information sur eux qui était possible une fois que cette information a été envoyée aux États-Unis. Et le premier exemple tragique de ça, c'était le suicide de l'ambassadeur canadien égyptien en 1937 sur Herbert Norman sur allégations que Norman était un agent soviétique et a été amené devant des comités américains et a été poursuivi jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Donc, le point ici, c'est que la GRC a passé
de l'information au FBI highly misleading about Norman. était That très mauvaise sur Norman. Et Hoover a passé ça au comité congressionnel parce que c'est ce que Hoover faisait. Et une fois que cette information était dans les mains du comité, ils l'ont utilisée de mauvaise manière et ça a mené à la mort de Norman. Il y avait des questions sérieuses à l'époque sur cette collaboration du renseignement, ce partage du renseignement allait continuer. C'est ce qui allait arriver. Et ils ont oublié leur différence, mais si on saute 4 décennies et la guerre froide est terminée, et c'est maintenant une question de la guerre contre la terreur mondiale après le 11 septembre et le Canadien Maher Arar, qui était une personne d'intérêt dans une enquête canadienne conjointe de terrorisme au Canada avec les États-Unis qui a été établie avec de la pression intense des Américains. Et la GRC a simplement pris tout ce qu'ils avaient dans leur enquête et l'ont donné au FBI. Et Arar, son apparence là-dedans d'être une personne d'intérêt, mais avec une désignation impropre de la GRC, qu'il était un extrémiste dangereux islamiste et il n'y avait pas vraiment de données là-dessus. Il a été kidnappé à New York et envoyé en Syrie et dans une prison syrienne et torturé. Et finalement, quand il a été relâché et renvoyé au Canada, finalement, c'était le commissaire de la GRC qui a dû démissionner et Arar a eu plus de 10 millions de dollars de compensation. C'était un problème de longue date qui a continué à travers les années. À mesure que le consensus de la guerre froide a masqué ça, il y avait un autre effet délétère. C'était à cause de cette collaboration du renseignement, ce partage du renseignement, c'était l'interprétation que d'autres pays, par particulier les États-Unis, qui ont pris la relève de la Grande-Bretagne dans les années 50, comme le chef, le leader du monde occidental, ont mis des désignations sur les intérêts, les renseignements qu'ils partageaient avec le Canada, et c'était partagé avec les intérêts nationaux canadiens ou est-ce que une réflexion plus des intérêts américains? C'était masqué tant aussi longtemps que le consensus de la guerre froide a tenu le coup. Mais c'était un problème aussi quand on avait des choses comme quand il y avait des différences dans l'Alliance occidentale plus large, et j'ai trouvé ça très intéressant. Un incident, une série d'incidents vraiment qui ont lieu quand, après De Gaulle a fait le Vive le Québec libre, son allocution dans les années 60 et fin des années 60, et le Canada se trouvait à manquer d'informations quels étaient les objectifs stratégiques de la France en relation à l'indépendance du Québec. Il y a plusieurs mouvements dans le Canada dans la même direction et avait besoin d'aide. Mes sources m'ont dit que la GRC sont allés vers les Américains et leur ont demandé s'ils savaient quelque chose et sur pourquoi les Français faisaient ça. Et les Américains ont dit, on aimerait vous aider, mais la France est un allié et c'est pas vraiment bien pour nous de commenter là-dessus. Mais, et là, il y avait, ils sont allés vers les Britanniques et ils ont eu la même réponse. Et ça a mené à des problèmes plus tard quand l'espionnage au Québec sur le Parti québécois, un parti politique légitime qui était aussi le gouvernement du Québec après 76. Et le PQ, ils étaient vraiment inquiets de s'il y avait des opérations clandestines françaises et
ça a causé beaucoup de problèmes à l'interne et avec le partage des renseignements que le Canada avait n'aidait pas vraiment. Alors, je vais juste continuer et le terrorisme est devenu de plus en plus un problème domestique. Le Québec qui était qui était de consensus global en octobre 1970 avec la crise d'octobre et la loi sur les mesures de guerre et l'assassinat de ministres québécois. Et c'était des enjeux sérieux. Et les renseignements canadiens devaient travailler sur eux-mêmes à cause de ces enjeux. Mais le terrorisme, au niveau international, au sens plus large, en 1976, il y avait les Olympiques de Montréal les Olympiques précédents étaient à Munich et le massacre là-bas. Et il y avait une grosse opération de sécurité et le Canada a beaucoup augmenté le nombre de contacts à travers le monde. On faisait partie de ça qui a vraiment élargi l'étendue de l'échange de renseignements. Et parce que rien n'est arrivé dans les Olympiques de Montréal, ils n'ont pas eu de problème. Ça a été considéré un gros succès, mais ce n'était pas pour dire la prochaine décennie. En 85, il y avait un incident terroriste dans l'histoire canadienne et jusqu'à aujourd'hui, la pire incident terroriste, Air India, 329 personnes sont mortes, plus deux personnes qui s'occupaient des bagages à Tokyo et pas pour... Mais on a parlé de prévention depuis et une enquête a amené des accusations criminelles par la suite. Et donc, c'était un désastre. Et j'ai travaillé pour la commission Air India à regarder les aspects sécurité aérienne. Et c'est très, très intéressant de voir que, en fait, le renseignement indien qui ont été offerts au Canada étaient traités très différents par la GRC et par CSIS. Et CSIS avait des préoccupations que les Indiens avaient une certaine vision biaisée sur l'extrémisme sikh et que les Sikhs étaient responsables pour le bombardement de Air India. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus autrement que pour dire que ça désignait un problème plus large que quand on a des conflits régionaux qui entrent dans le Canada et on s'appuie sur le renseignement d'un côté de ces conflits régionaux. Il faut faire très attention sur comment on interprète le parti pris et l'information qui peut être biaisée. Je vais clore sur une note plus optimiste et c'est relié avec ce qu'on connaît maintenant sur la décision américaine, la décision britanno-américaine d'envahir l'Irak en 2003 et le fait que le Canada ne s'est pas joint à cet effort malgré beaucoup de pression de la part des Britanniques et des Américains. Et on sait maintenant que, en fait, certains éléments du renseignement canadien ont pu voir à travers les renseignements frauduleux sur les armes de destruction massive qui ont été utilisées comme justification pour cette guerre par les Britanniques et les Américains. Et c'est juste pour fermer la boucle à mesure qu'on va dans un monde plus multipolaire, où on a commencé en 1945, que ici, nos deux alliés les plus près, américains et britanniques, et cette fois-ci, ont
ne les a pas suivis. On a passé notre tour. Alors, je vais m'arrêter. Thank you very much, Reg. You remind us all of Merci, Reg. Tu nous rappelles de ces événements profonds qui ont influencé le renseignement au Canada et qui sont des rappels de comment la collaboration de renseignement et le partage du renseignement doit être fait de manière prudente, avec toute l'imputabilité et la transparence et beaucoup d'éléments à surveiller et de dangers possibles. Je sais que vos commentaires sur la politisation du renseignement et des organisations du renseignement, et ça a été un peu une thématique aujourd'hui, alors j'ai hâte d'explorer ça dans nos questions-réponses avec les panélistes. Alors, merci. Nancy, je vais maintenant vous céder la parole pour votre présentation. Merci. Thank you very much, Heather. I appreciate Merci, j'apprécie. Et merci à Justin Massey et le Network for Strategic Analysis de m'avoir Merci de invité dans m'avoir cet événement invité à et cet d'être sur un événement. panel avec des gens aussi distingués. Je ne suis pas J'avoue une que praticienne de renseignement, je suis je ne analyste travaille pas stratégique. dans le Alors, je vais renseignement, je suis parler analyste. plus de la partie stratégique et ses implications, mais ma discussion touchera sur le partage et les couvrir partages le d'informations avec alliés et partage partenaires. avec les alliés Alors, et les partenaires. Mon je parle de document comment un avantage d'un État en couvre surveillance et reconnaissance et capacité peut identifier, localiser, pour tracer pouvoir et trouver, mon Dieu, on a traquer des et problèmes. situer ses adversaires, risquer l'escalade des crises et les compétitions de crise entre les pairs et les alliés proches. Alors, beaucoup de mon travail depuis Donc, 2014, c'était la les majorité de mon compétitions stratégiques travail entre les depuis États-Unis et la Russie 2014, et la Chine comme de voir la Chine compétiteur modernise rapidement ses capacités stratégiques, nucléaires et conventionnelles et sont en émergence comme joueurs clés mais le dans Canada la qui compétition régionale émerge stratégique. comme concurrent. Change le système système duel, un système double, un système à deux puissances multipolaires. Alors, dans le contexte actuel, on voit la modernisation des capacités de la Russie, de la Chine et des États-Unis avec de la défense. Traditional deterrence by punishment was part of the calculus since the Cold War, but deterrence by denial became part of the flexible options to have both the capability to target the other side's nuclear launch platforms, also known as counterforce targeting, and threaten counter-value targets such as cities. In the current era, there's been an emphasis on denial strategies, which now include not long-range conventional. Maintenant, des options conventionnelles et des forces stratégiques et conventionnelles incluant des dual capability platforms. Et ça inclut de la complexité dans le calculus de stratégique. Alors, les capacités de reconnaissance et de surveillance ont été modernisées pour donner un avantage stratégique ou la dominance et pour les technologies et le partage de données. Alors, ISR sur la stratégie, sur le travail de Austin Long et Brendan Green, et Clear Lever et Daryl Press, ainsi que Rebecca Hertzman, Bernadette Stan et Lisa Maria Alliance, au CSIS, le projet sur Nuclear Issues, celui à Washington, D.C. On regarde l'impact de technologies de sonde et situational awareness pour situer les cibles comme les sous-marins balistiques et les systèmes mobiles terrestres. Ils disent que la situation supérieure situational awareness et l'escalation de stratégie, de stabilité stratégique. Ces capacités, les systèmes RSR sont utilisés pour des missions nucléaires et conventionnelles au niveau théâtre et au niveau stratégique global. Et ils ont décrit la différence entre les systèmes Passive Early Warning Systems dans la Cold War, qui étaient des systèmes de détection pour les missiles après le lancement et semblent être plus stabilisateurs en contraste avec les systèmes plus prévisibles aujourd'hui qui donnent une idée des capacités de l'adversaire, actions et intentions et donner de l'information avant le lancement pour qu'on puisse réagir et anticiper la crise. Et Hertzman et son équipe ont écrit ça en 2019. Ils pensaient à l'avenir. Ils étaient à l'avance. Et NORA et US Northcom ont
publier des guides pour un système de sonde intégré globalement. Intelligence artificielle et Machine Integration Processes et Cloud Computing Architecture pour détecter les dangers et les défaire si possible. Ces systèmes avec Command and Control permet aux US d'avoir Ultimate Awareness, Information Dominance et Decision Security Orientation. Ces systèmes étant en réponse aux dangers conventionnels au continent et ces systèmes sont ça peut aussi effacer les lignes entre les SHIELD, le NORAD et NORTHCOM et le SWORD avec Strategic Command. Strategic Command, la plateforme performe counterforce et countervalue des cibles et ou les SHIELD et de rôle intégré de défense et deterrence by denial function. Et en plus d'être un système qui utilise Canada comme défenseur, partenaire de défense et des plans pour intégrer les Five Eyes, on peut aussi parler de l'OTAN dans cette architecture. Et standards and technological adjustments for data fusion and data sharing with allies, particularly releasing US-generated data to mission partners. So what does this mean for strategic stability? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la stratégie, la stabilité stratégique? Dans une façon zero-sum, l'avantage est un désavantage pour une vulnérabilité chez un autre. Compétiteurs désavantagés vont essayer d'utiliser des moyens asymétriques. Et le mélange de missions offensives et défensives, avancer les capacités ISR et le partage d'informations avec des alliés partenaires comme Five Eyes, NORAD et NATO pour clore l'écart de vulnérabilité dans la défense et les écarts dans les défenses de nos alliés, ça peut être vu comme un danger par nos adversaires. Alors, le développement rapide et technologique au niveau des données, des sondes et des communications qui réfèrent comme un âge de transparence sans précédent. JADC2 et le Pathfinder Data Ecosystem, l'initiative démontre de l'amélioration de partage d'informations avec les données. Mais le partage d'informations avec nos alliés, les capacités est vu comme une provocation et intensifie les problèmes de sécurité. Alors, on a regardé différents potentiels avantages et désavantages et des implications pour la stabilité stratégique qui pourraient avoir un impact sur des alliés et des partenaires aussi. Des avantages incluent des contre-mesures et pour les corps américains de ISR et les compétiteurs stratégiques veulent exploiter des vulnérabilités dans les Western Early Warning Systems, particulièrement dans l'espace et cyber. Les Early Warning Systems et les vulnérabilités ASAT ont des capacités conventionnelles et des cyberattaques. Et les systèmes de communication sont aussi vulnérables aux dangers dans le spectre électromagnétique qui peuvent ces efforts pour obstruer les Advanced Strike et les sensors, les decoys et pour éviter les satellites, le timing des mouvements et utiliser des séquences pour obstruer les efforts de l'ennemi. L'autre avantage, c'est le concealment. Western Iron Star, les advantages pour cacher les actifs stratégiques pour éviter les détections, éviter d'être une cible. Les adversaires vont aussi avoir des capacités qui peuvent mettre en danger le terrain domestique avec on peut penser de Poseidon de la part des Russes, les drones qui peuvent venir en Amérique du Nord sans détection. Le troisième, c'est l'élément humain. Le renseignement est sujet à l'information et sujet au biais. Et en plus de la raison pourquoi on utilise ces données, et Rage a parlé de ça, les raisons pour l'invasion de l'Irak. JADC2 permettent pour les processus d'être faits par des machines, créer un espace pour les humains pour mieux comprendre le théâtre de bataille et faciliter des informations mieux, pour réduire les risques de biais, manipulation politique et information contradictoire. Mais les questions sont sur la surveillance machine, des humains sur les machines et devraient être préoccupants parce que l'AI et les systèmes machine learning peuvent développer leur propre biais ou imposer des valeurs distinctes de ceux qui utilisent l'information pour répondre à plusieurs scénarios. Finalement,
l'exploitation d'humains, l'emphase sur Enhanced ISR et US Winter Strategic Advantage est contrée par l'espionnage asymétrique que la Russie fait depuis des décennies et l'espionnage chinois accru en Amérique du Nord. Le cyberespionnage est une préoccupation pour le design industriel, pour les capacités avec des applications militaires. Les autres, réduire les certitudes d'erreur et la capacité de détecter les activités de l'ennemi et les contrôles, vérification de contrôle des armes, bénéfices pour les alliés partenaires et les mécanismes associés pour contenir la prolifération d'armes et les contrôles multilatéraux des armes. Assurer que les signataires suivent les provisions inclus des systèmes de transparence, des systèmes d'inspection et pour réduire l'incertitude et bâtir de la confiance et, à travers les différents groupes. Et c'est pour réduire le risque de mauvaise compréhension et mauvaise calculation. Alors, pour l'évaluation de traité, un autre désavantage, c'est la prévention de lancement nucléaire fausse à cause d'accidents. Vérification, trianguler l'information, des images, des signaux et de communication avec l'état où l'erreur peut arriver, peut arrêter le mauvais ciblage et envoyer les mauvais signaux. Et le troisième avantage, Enhanced ISR augmente la deterrence by detection et démontrer les résultats de répondre. Et ces défis, c'est d'arrêter les dangers en bas des seuils nucléaires et la capacité d'armes ou en mode du seuil de conflit, les actions de la zone grise, incluant cyber-information et le spectre électromagnétique. Le défi, c'est de distinguer les actions dans le système au niveau stratégique et au niveau théâtre. Les actions au niveau théâtre peuvent provoquer une réponse au niveau stratégique. Alors, en conclusion, pour explorer les défis stratégiques par l'avantage asymétrique et contre-force appuyé par Enhanced ISR, ce travail dit que le rôle de ISR est les armes nucléaires et non nucléaires qui mènent à des mesures asymétriques contre les alliés américains et vulnérabilité en plusieurs domaines. L'avantage vient de plus de processus d'information et de dissémination de l'information. Les systèmes intégrés donnent all domain awareness et superiority information superiority et l'escalation et plusieurs options pour un adversaire. Les avantages sont plus que les désavantages. Actuellement, le situational awareness est un défi pour intégrer des systèmes en silo, des partenaires et des alliés dans les systèmes et des écarts de capacité dans les régions géographiques avec des défis et avec close the gaps in partnerships with its Western allies, adversaries will nevertheless continue to seek out vulnerabilities to exploit. So I'll end it there. Thank you very much for the opportunity to present here today. Merci pour l'occasion de présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Nancy, pour cette présentation. Et je pense que vraiment vous parlez de quelque chose de vraiment particulier, une partie très spécifique, mais ça touche à toutes les thématiques qu'on a touchées aujourd'hui en termes de multipolarité et de transparence, ainsi que collecte de données, comment on utilise ça pour levier dans le monde à mesure que cette asymétrie entre les différentes puissances émerge. Merci pour ça. Et finalement, on a Patrick Walsh qui va parler de la perspective australienne et on a hâte d'entendre sa perspective, mais aussi les thématiques d'aujourd'hui. Patrick, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, merci, bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour de Sydney où il est 6 heures du matin vendredi. Et je m'excuse, je n'ai pas suivi toutes les discussions, mais c'est un peu trop difficile de se lever à cette heure-là pour moi. Alors, merci, Justin. C'est vraiment gentil de m'inviter, Justin, pour ce dialogue important. Ma recherche, qui est assez détaillée, mais
Ce que je veux vraiment faire, c'est mentionner quelques thématiques et ensuite, on pourra avoir du temps pour discuter des détails derrière les points très brefs que je vais mentionner. Certaines personnes ne le savent pas, mais en Australie, périodiquement, on a des révisions indépendantes de la communauté australienne du renseignement. Le dernier, c'était en 2017, fait par deux bureaucrates, Michael Strange et Stephen Sharper. Et essentiellement, c'était pas comme ceux qu'on avait avant. Il y avait beaucoup plus de viande. La version publique du rapport, on m'a cité, été distribué dans les universités beaucoup plus que dans le passé. Et 26 recommandations sont ressorties. Et en fait, c'était des prescriptions normales. Tout va bien, continuons. Mais le rapport, c'était l'opposé de ça. Les choses allaient bien dans la communauté du renseignement, mais il fallait avoir beaucoup plus d'intégration, meilleure coordination, meilleure compréhension de comment la communauté du renseignement communique avec les universités, l'industrie et d'autres partenaires. Et il y avait beaucoup de choses intéressantes. Et la recommandation la plus importante, c'était c'était similaire à Washington. Et c'était deux fonctions. Un, c'était la coordination du renseignement et cette entreprise et cette coordination du renseignement où les agences du renseignement, on est dans une nouvelle direction où la somme est mieux que les partis et travailler sur ses enjeux et ses capacités, améliorer la technologie, etc. Et je ne sais pas, après la révision indépendante du renseignement en 2018. Alors, en regardant ce rapport indépendant en 2018, je vais écrire, faire de la recherche cette année là-dessus et dans le contexte de la collaboration du renseignement et les réformes qui ont été mentionnées dans ce rapport. Et je peux explicitement parler de collaboration, mais ça a certainement mentionné des thématiques où je pensais qu'ils pouvaient être embrassés par la communauté du renseignement pour créer plus d'opportunités pour les mesures de collaboration avec Five Eyes et les partenaires stratégiques de l'Australie dans la région du Pacifique. Alors, des secteurs où les communautés nationales du renseignement, dans la collaboration du renseignement, dans l'alliance traditionnelle Five Eyes, et deuxièmement, en particulier, quel genre de mesures de collaboration sont possibles avec les partenaires stratégiques comme le Japon et l'Inde. Alors, le dialogue quadrilatéral ou l'initiative du Quadra, Australie, Japon, Inde et les États-Unis. Alors, le gardien, le patron de ça était Shinzo Abe, qui est arrivé avec cette idée. Et c'était vraiment une question de qu'est-ce qu'il appelait la diplomatie basée sur les valeurs. Et c'est plus structuré, formalisé et malheureusement pour la Chine, c'est une autre initiative pour contenir la Chine. Alors, il y a beaucoup de synergie entre les partenaires du Quad et en termes de ce qui est possible. Et je pense que la collaboration de l'intelligence et les Five Eyes, on a tendance à penser aux Five Eyes comme quelque chose de monolithique pour la Deuxième Guerre mondiale et s'est adapté durant la guerre
froide après le 11 septembre. C'est vrai, mais je pense que c'est organique et vivant. Et dans le document, si je dis que je pose la question si ça a atteint ses capacités, le Five Eyes. Donc, c'est pas vraiment le côté technologique, mais le côté humain. Donc, les Five Eyes, on parle de formation, de renseignement, sciences, technologies, la recherche. Et dans les Five Eyes, on a conclu que ça prend plus de coordination, c'est complexe. Il faut coordonner la réponse avec la capacité de recherche sur tout un éventail de menaces que les pays individuels du Five Eyes travaillent du côté technologique, mais c'est une problématique assez importante. Ce serait mieux s'il y avait une meilleure coordination de la recherche. En termes de l'Inde et le Japon, qui ne sont pas des pays Five Eyes, on a eu un peu de coopération, surtout le Japon et l'Inde, en termes de coopération. Moi, je les ai nommés comme étant des mesures pour bâtir la confiance. La formation stratégique, de renseignement stratégique, les domaines où on veut bâtir des relations avec les Five Eyes. Donc, dans la deuxième partie du document, j'ai parlé des stratégies possibles pour la coopération au sein de Five Eyes, mais avec l'Inde et le Japon aussi. J'ai parlé des forces pour Australie, mais dans le domaine de la coopération entre Five Eyes et le Japon. Mais à l'interne, en Australie, le renseignement russe jusqu'en 2018 était encore dans en développement. C'est difficile à entendre. Avec les objectifs que j'ai mentionnés, qui sont ambitieux, peut-être à court et moyen terme, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Sur le moyen terme, peut-être que Five Eyes pourrait entamer certaines des idées que j'ai mises dans le document, mais chacun des pays des Five Eyes ont des agences de renseignement et leurs intérêts nationaux. C'est pas automatique. Si l'Australie pense que telle chose est une bonne idée, que les autres pays vont l'adopter. Chaque pays va avoir de plus en plus de limitations budgétaires après la COVID. Et l'autre chose, c'est que près de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, membre des Five Eyes, repousse un peu les Five Eyes dernièrement pour dire on ne veut pas parler de la Chine là, en ce moment pour les intérêts du Five Eyes. Donc, c'est quand même intéressant que certaines des mesures que j'ai suggérées pour contenir la Chine, la Nouvelle-Zélande n'était pas d'accord avec ça. D'autres limitations aussi pour la coopération, la stratégie de partage de renseignements pour l'Inde et le Japon. Ces deux pays-là ont
chacun leur capacité de renseignement, des problèmes dans leur capacité de renseignement. L'Inde, depuis les attaques sur Mumbai, s'est impliquée beaucoup plus, mais il y a encore des lacunes dans la coopération, mettons, verticale et horizontale. On voit que ceux qui, les leaders de la sécurité, mettons, dans l'Inde, ils sont plutôt fonctionnaires que venant du domaine de la sécurité. Donc, ils ne sont pas vraiment formés dans le domaine pour travailler à l'interne et avec d'autres partenaires sur la sécurité. Et sur le partage de renseignements, le Japon aussi, où les États-Unis mettent pression depuis des décennies pour plus de capacité du côté militaire et du côté du renseignement, mais il y a toujours des problématiques pour intégrer le renseignement. J'ai plus de détails dans mon document, mais il y a des obstacles institutionnels. Mais l'Inde prend certaines mesures de coopération que j'ai mentionnées dans le document. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? L'amélioration incrémentale est là et on peut voir des améliorations pour des choses pas trop ambitieuses, comme les changements climatiques ou travailler sur la sécurité sanitaire, ce genre de... Mais il faut faire attention à quel thème qu'on peut aborder. Par exemple, on voudrait faire une évaluation du renseignement avec l'Inde ou du Pakistan. Il y a certaines régions où ce n'est pas possible de faire des évaluations à cause des classifications de sécurité, etc. Quelle sorte de renseignements qu'on veut partager. Donc, le message à retenir serait d'approfondir la coopération qui va au-delà de la coopération du renseignement militaire qui se produit dans la région Indo-Pacifique sur une base civile. Et finalement, si la situation de sécurité se détériore encore plus, peut-être qu'il faudrait, ce serait le moment d'inviter le Japon au Five Eyes et faire un Six Eyes. On n'est pas rendu là encore, mais c'est une possibilité à envisager avec la situation dans la mer de la Chine. Et que Washington pourrait pousser là, dans les Five Eyes. Donc, on a fait un survol rapide de mon document, mais il y a beaucoup plus de détails. Donc, merci. Merci, Patrick. Une présentation très riche. Plusieurs de nous au Canada et d'autres pays autour du monde qui participent ici surveillent l'Australie et votre document avec grand intérêt. Votre intervention est courageuse pour la prise de décision pour changer. Le mécanisme, ce n'est pas facile pour la bureaucratie. Il va y avoir des questions là-dessus, c'est sûr. J'aimerais remercier les trois panélistes pour leur présentation. C'était des sujets très différents, mais quand même avec un courant commun et beaucoup de choses à explorer. Maintenant, j'invite vos questions. J'en vois une. Et puis, donc, je vais la prendre avant de prendre d'autres questions. Je vais demander aux panélistes de ralentir un peu parce que les interprètes essaient très fort de vous aider avec vos présentations pour l'auditoire francophone aujourd'hui. Le dernier présentateur aujourd'hui, il va y avoir des questions pour Nancy et l'autre présenteur aussi. Faut que je décide quoi faire en premier. Voici une question pour tout le monde.
Il y a eu beaucoup de discussions dans les médias et ça a été démontré ici aussi, comment les agences du renseignement, comment coopérer dans la pensée traditionnelle. On parle de discipline où il y a beaucoup de réticence au risque et des erreurs et des fautes et des décisions qui ont été prises. Et espérons que les leçons ont été apprises, mais les choses avec des conséquences pour les individus publiquement. Donc, derrière toute cette coopération et les agences, on a les bureaucraties et on a qui ont une tendance à vouloir résister au risque. Donc, comment surmonter ça? Être inspiré du modèle australien. Dans votre document, vous avez parlé de la pensée stratégique. Comment y a-t-il une chose, est-ce que ça existe, le renseignement presque parfait? Et Reg, je vais vous demander d'expliquer une perspective historique. Donc, peut-être on peut commencer avec Reg? Oui, je crois que les leçons ont été apprises. C'est un des avantages de l'histoire canadienne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en partie, c'est la responsabilité, la structure de ça. Et quand on opère dans une situation où il n'y a aucune responsabilité et qu'on procède à tâtons jusqu'à ce que quelque chose de vraiment terrible se produise, quelqu'un commette le suicide, et là, il y a un problème. Mais la croissance de la responsabilité depuis plusieurs années dans tout un éventail. Maintenant, certaines institutions qui mettent le pied et trouvent leur place maintenant, mais la responsabilité, ça alerte aussi les agences aux dangers et aux risques. Et quand on les prend en compte, on peut être plus innovateur et créatif. Sans la peur de se ramasser à la une, c'est vraiment la dernière chose qu'une agence de renseignement. Tout le monde a peur de se retrouver dans les journaux. Nancy, pouvez-vous répondre de votre perspective personnelle? Merci beaucoup, Heather. Et désolé pour avoir parlé tellement vite tout à l'heure pour les interprètes. Je vais ralentir, il y a beaucoup qui se produit. Donc, je vais parler des aspects silos et l'autre, j'ai manqué, mais en termes du renseignement parfait. Parce que le système actuel, le réseau intégré avec plusieurs épaisseurs est en développement et il y a beaucoup de résultats du testing, etc., doit rester secret et peut rester ainsi dans le futur. Mais ce que je peux voir maintenant, c'est pour réaliser le renseignement parfait, est un objectif isotonique. On est toujours tout près, mais on ne peut jamais réaliser complètement. C'est comme j'ai décrit des adversaires qui essaient de s'aligner avec des capacités différentes. Pour recevoir ou cacher des capacités. Mais la peur, c'est de cacher les faiblesses et cacher aussi ses forces par la distraction et la mauvaise information. Il faut faire attention de ne pas prendre ce défi. L'autre défi, c'est les silos. C'est pas seulement de surmonter les silos entre les branches militaires et d'autres branches du gouvernement, et je ne toucherai pas à d'autres, il y a de meilleurs experts.
de la façon que les alliés peuvent s'intégrer. Par exemple, le Canada investit beaucoup dans la mission Pathfinder pour cet automne, mais ça démontre du succès dans la cueillette de données qu'on ne pouvait pas trouver avant en utilisant une combinaison de vieux et nouveaux systèmes. Mais il va y avoir beaucoup de défis pour transformer et intégrer nos alliés dans le système de façon mondiale, non seulement pour la défense régionale, mais de façon mondiale. Donc, puisque ces processus sont encore en développement, je peux tout simplement dire on verra, mais je suis optimiste. Excellent. Oui, on doit tous garder l'optimisme pour travailler dans notre domaine. Patrick d'Australie. Je pense que le renseignement presque parfait, on ne pourra jamais l'atteindre, mais on peut toujours améliorer. À mesure que l'environnement devient de plus en plus volatile et trouble, on peut toujours améliorer. J'applaudis tous les organisateurs du Congrès. Merci beaucoup. C'est rare que pour les communautés de renseignement, ce serait peut-être la voie du futur, des partenariats des agences du renseignement avec les organismes gouvernementaux, mais aussi les groupes académiques. Le Canada a une bonne participation académique à CSIS. Donc, pour publier ces documents-là et écrire à Ottawa, pour parler avec les analystes pour le partage d'informations. Et ça, c'est le genre de choses qui toutes les agences du renseignement devraient faire. Le comité de renseignement devrait faire plus souvent. C'est de gagner votre personnel à comprendre comment les autres voient ces défis-là, par exemple, dans les universités. On parle du renseignement national. Pour coordonner les agences de notre communauté, c'est avec des sites de renseignement national. Mais avec toute l'information qui est partagée à travers le pays, comment pour créer des stratégies, comment identifier la liste de priorités. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, des choses qu'on devrait faire, mais voici les choses qu'on devrait étudier. Pour attirer les universitaires dans nos agences de renseignement, des experts dans certains domaines qui peuvent nous apporter différentes perspectives, connaissances pour faire un peu de changement. Parce que parfois, dans notre communauté, la structure, quand on pense à l'espace physique, c'est pour sortir le monde, pas pour les attirer. Donc, il faut trouver des façons pour amener ces personnes-là, pour éliminer les silos et améliorer les évaluations et les capacités. Merci beaucoup. Patrick, je vais maintenant aller dans le chat. Pour vos derniers points, on a une question aussi de Jim Fox. Est-ce que l'Australie a un programme d'éducation et de développement professionnel structuré et formel pour les leaders en renseignement futur, par exemple à l'Université nationale? À notre Université nationale, il y a un programme à court terme. On apporte des gestionnaires
sur l'organisation. Moi, je suis dans une autre université. On a un programme depuis 1999. C'est un programme d'analyse. C'est un domaine qui doit être développé encore et sous-développé. J'ai sondé 200 personnes une fois, même des leaders de CSIS. Après le 11 septembre, on a dit qu'on devrait faire plus pour les analystes, mais on parlait du quel est l'avenir des analystes à moyen palier qui circulent dans la bureaucratie canadienne. Quelles sortes de caractéristiques de leadership qu'on cherche et les complexités des environnements? Qu'est-ce qu'ils vont confronter? Donc, le livre, c'est ça. Et ce que j'essaie de dire, moi, c'est la formation en leadership n'est pas tout à fait là où il devrait être. Merci. Ça a roulé dans plusieurs conversations aujourd'hui. C'est la formation des professionnels. Comme toute discipline, de ma propre expérience, on a des généralistes qui viennent de différents contextes, légal, économie, linguistique, etc. Et on doit développer certaines compétences pour avancer, pour devenir dans l'exécutif de l'organisation. Parce que, étant analyste de renseignement, il faut perdre la spécialisation. Et ce qui nous a rendu l'analyste spécialisé pour avancer dans la promotion et devenir un preneur de décision. Ça, c'est une question pour nous tous. On a d'autres questions ici. Il y en a une spécifique ici pour Nancy. Quel impact est-ce que les armements hypersoniques sur les systèmes d'RSR, est-ce que les systèmes RSR vont devenir encore plus autonomes? Bonne question. Donc, il y a un débat dans le domaine stratégique. Si les hypersoniques vont changer le plan de match avec les missiles antibalistiques, mais ils sont plus vite et manœuvrables des hypersoniques dans l'atmosphère. Donc, il y a une discussion si ça change en fait les choses, mais parce que il y a un besoin d'augmenter les capacités d'IRSR, surtout pour la défense américaine. On a parlé longtemps pour les systèmes de signalement, ont tous besoin de mise à niveau. Et un des défis, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a à l'horizon et d'anticiper les changements au fur et à mesure qu'ils se présentent au lieu de après. Ça fait partie de l'équation. Donc, c'est difficile de dire parce que beaucoup des matériaux qui diraient que les hypersoniques jouent un rôle important pour une mise à niveau de nos capacités, beaucoup de ces informations sont classifiées. Donc, c'est difficile à savoir. Il y a des arguments qui peuvent être encore un peu décelés. Les défenses missiles peuvent éventuellement les intercepter dans phase terminale ou en phase moyenne. Il y a un débat là. Je dirais que la vraie question, est-ce qu'on peut faire des missiles à vitesse hypersonique? Et ça va être la considération pour pouvoir adapter les capacités RSR, pour pouvoir anticiper. Et ça aussi bien attire la question comment répondre et dans quelle direction. Est-ce qu'on va aller à gauche? Il y a plusieurs façons de répondre qui impliquent plusieurs choses que les gens ne pensent pas
mais pas juste une charte, mais un dialogue avec la diplomatie, mais ça joue un rôle significatif dans le renseignement avec l'anticipation. Donc, je dirais, on regarde le débat sur les hypersoniques, mais la discussion s'applique sur les troupes à missiles de prochaine génération. J'espère que ça répond à la question. Apologies, I hadn't unmuted. Non, j'étais en sourdine, désolé. Merci beaucoup, Nancy. Il y a suivi dans le chat une question venant de Troy pour Patrick, mais aussi les autres panélistes. Avec l'admission du Japon dans le Five Eyes, ça semble très compliqué, étant donné qu'ils n'ont pas d'entreprise établie pour les informations sensibles. Il y a très peu de confiance que le Japon pourrait empêcher que ces informations soient compromises. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci. C'est une bonne question. Et dans mon document, j'ai touché à ça. C'est une inquiétude de continuer avec le Japon, avec les capacités qui ont été mentionnées, pour pouvoir avoir un partage sécur avec nos alliés. Dans les années récentes, il y avait des lois de sanctions contre ceux qui partagent certains renseignements. J'ai le sens que la question soulève qu'il y a beaucoup plus de travail à faire dans le domaine. Il y a un manque de confiance pour le Japon. Comme en Australie et aux États-Unis, le Japon a souffert récemment des attaques, des cyberattaques pendant la COVID, ce qui souligne encore une fois, si les entreprises sont prêtes pour s'ils sont prêts pour le Five Eyes. Merci, Nancy ou Reg. Pouvez-vous peut-être. C'est peut-être une question pour Patrick plus que moi, mais le Five Eyes m'a toujours paru comme surtout anglosphère, une communauté de renseignements anglosphère, la culture qui s'est bâtie pendant des décennies autour de ça. Et la coopération avec d'autres pays n'a jamais été abordée. Pas comme partenaire, comme ça. C'est un groupe de 5. Et je me demande si, dans le cas du Japon, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Je sais que la Nouvelle-Zélande questionne certaines directives des Five Eyes pour avoir une alliance plus diplomate au lieu d'une alliance de renseignement. Donc, il y a beaucoup de changements dans l'air, mais je pense que ça va peut-être un peu trop loin, ça. Patrick? J'ai mentionné dans mon document, il y a beaucoup de discussions. Taro Aso, qui est le ministre chinois pour COVID, secrétaire du cabinet de Shinzo Abe, donc une personne d'influence qui est vraiment en faveur de voir le Japon se joindre aux Five Eyes. Puis là, c'est le premier ministre. Peut-être qu'il va
poussé vers cette idée. Mais c'est flou. Et comme Reg a dit, c'est la culture est plus anglo. Et le Japon et l'Australie ont déjà des coopérations, même sur le renseignement. Les contraintes avec le renseignement du côté du Japon. Je pense qu'on ne parle pas de ça immédiatement, même pas à court ou moyen terme. C'est difficile de le savoir, mais je pense que ça dépend vraiment de la Chine, vraiment. Ça dépend de comment la relation entre la Chine et les États-Unis, l'Australie et d'autres partenaires clés dans le Pacifique, à quel point ça se détériore et à quelle vitesse. Et peut dicter peut-être si le Japon est escaladé dans les Six Eyes ou l'autre option, c'est qu'il y a de manière plus formalisée de partager plus de renseignements qu'on fait maintenant avec le Japon sur plusieurs questions. C'est peut-être quelque chose de séparé. Ça veut pas dire qu'ils deviennent automatiquement un partenaire Six Eyes, mais c'est un peu indéterminé. La variable, c'est vraiment la posture de la Chine et comment les choses vont se développer dans les 5 prochaines années dans cette région. Merci. Nancy? Non, je dois dire que c'est hors de mon secteur d'expérience. Je défère à mes collègues là-dessus. OK, je pense que nos participants aussi en ligne commencent à absorber vos commentaires et penser à la multipolarité et la géopolitique. On a des questions très intéressantes autour de ça. Pourquoi ne pas poser une question maintenant qui est assez pertinente de plusieurs façons? Et la question pertinente de différentes perspectives. Reg, tu as parlé des Five Eyes étant surtout une institution anglophone. La langue du renseignement, c'est l'anglais, mais on a dans l'urgence parlé du Canada et son rôle francophone en Haïti. Et parfois, on a des leviers qu'on peut utiliser qui peuvent contribuer à des objectifs stratégiques pour globalement, alors stratégiquement. Alors, quel espace pour la collaboration est-ce qu'il y a avec le Sud global, le Sud mondial? Patrick, de notre perspective, on va utiliser ça comme des partenaires non traditionnels peut-être ou des partenaires dans les secteurs non traditionnels peut-être, capacité, échange de capacités, partage de connaissances, partage du renseignement et universitaire et réglementaire. Et c'est une question intéressante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y aller? Patrick, then I'll ask you. Non, Patrick? OK. Je suis pleinement réveillé. Je viens de boire mon premier café. Alors, je suis maintenant pleinement engagé. Alors, écoutez, je pense que comme principe général, c'est dans les intérêts nationaux de l'Australie et d'autres pays de collaborer avec tout service de renseignement et tout pays qui peut avoir des connaissances au niveau des intérêts mutuels pour développer des capacités. On voit ça beaucoup dans la police en Australie, la police fédérale ici en Australie, la GRC fait ça au Canada, à des pays où il y a beaucoup de crimes transnationaux organisés, des points de pression en Asie du Sud-Est ou en Europe, où la police fédérale vont là-bas pour la formation du renseignement et l'histoire a montré que c'est une manière de bâtir de la confiance et des mesures de confiance et de former des gens, comment travailler ensemble techniquement, comprendre la collaboration mutuelle et la loi et tout ça bâtit de la confiance. Et on n'a pas une longue historique comme les Five Eyes. Alors, je pense qu'on a vu depuis le 11 septembre, certainement le genre de pays que les États-Unis, l'Australie et le Canada ont contacté et pour
Le renseignement, particulièrement au Moyen-Orient et en Afrique, a été extraordinaire. Et avec ça est venue les préoccupations qu'on a eues traditionnellement autour après le 11 septembre, l'invasion de l'Afghanistan et l'interrogation et bien sûr de Mohamed Arar et qui, après ce cas, CISIS est beaucoup focusé sur la provenance de l'intelligence, du renseignement, d'où ça vient. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup aussi des occasions de faire des bonnes choses. Et il y a aussi dans les eaux peu profondes dans lesquelles le renseignement doit naviguer. Et ces libérales-démocraties, est-ce qu'ils ont des meilleures valeurs, les mêmes valeurs que nous? Comment est-ce que c'est possible d'avoir de l'information, mais en même temps ne pas s'exposer à des enjeux qu'on ne voudrait pas voir dans le journal, des questions délétères à nos réputations ou aux réputations de nos pays? Merci. Oui, juste pour renchérir là-dessus, un peu une préoccupation. Et dans les dernières années, j'ai été frappé par la politique canadienne pour le Venezuela et à quel point c'était un nid à problème, une boîte à problème quand on essaie d'encourager le changement de régime dans une situation où nos renseignements sont clairement très limités. Et en fait, cet effort a vraiment connu une grosse défaite, comme on sait. Et c'est juste pour dire que de tester le terrain avant d'y aller avec un engagement plus ouvert. C'est ce que je dirais. Oui. Nancy, quelque chose de ta part? Non? OK, merci beaucoup. C'est fascinant. Alors, il reste une question sur la multipolarité qui pourrait être une bonne façon de clore la session. On va y aller avec une question très spécifique. Avant celle-là, Nancy, je vais faire de mon mieux pour la dernière ronde de questions pour rattacher ça à une question que vous pouvez répondre de toutes vos perspectives. Nancy, le Jim Cox, le système canadien IRSR sont orientés vers l'Ouest. Et qu'est-ce qu'on a d'orienté vers l'espace? Alors, j'ai commencé à explorer un peu de ça parce que le Canada devient plus intégré dans cette défense nord-américaine. Et donc, je crois que RadarSat a été pleinement lancé il y a 1 an et c'est 3 constellations pour pouvoir donner une imagerie persistante sur les régions nordiques. Et mon autre compréhension de ça, c'est que le Canada a un satellite qui s'appelle Sapphire qui indirectement contribue à la prévention et la défense balistique et de nous prévenir sur les attaques. Et parce que de nous prévenir activement, c'est fait partie de ce que le Canada devrait faire. Alors, le Canada est un des joueurs clés pour développer des capacités dans l'espace, pour améliorer le ISR pour la défense nord-américaine qui a une application plus large internationalement. Alors, c'est l'étendue de ma compréhension des actifs dans l'espace qu'on contribue du côté canadien et ça se développe davantage à mesure qu'il s'intègre à d'autres domaines parce que c'est le domain awareness et c'est pouvoir mieux comprendre comment tous ces systèmes fonctionnent ensemble. Et comme j'ai dit avant, sur le Pathway Initiative, ces systèmes intégrés collectent de plus en plus de données quand les humains ne pouvaient pas nécessairement trouver les mêmes tendances, les mêmes patterns de l'automation, de l'aspect automatisé. Et donc, ces machine learning AI peuvent voir des données et faire des connexions que les humains ne pouvaient pas faire. Alors, on a
un humain qui surveille et qui n'est pas fait partie du processus, mais surveille le processus et il regarde les différentes options générées par ses capacités. Alors, l'espace est un aspect de ça. Canada est un contributeur clé, mais il y a multiples systèmes qui sont là-dedans, des nouveaux et des anciens qui sont très significatifs parce que c'est une manière, une approche pour pouvoir capitaliser sur ces différentes capacités. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Alors, pour renchérir là-dessus, en termes de Nancy, vous nous avez vraiment éclairé sur les questions autour de la technologie et les cibles et on a parlé aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, big data, etc. Je pense que cette question est pertinente pour tout le monde. Mais si on y pense de manière plus large, pour rajouter là-dessus, on est dans une pandémie qui a vraiment exposé les vulnérabilités. Nancy a parlé de cyber et on a vu des vulnérabilités dans l'espace économique et technologique. Les gens travaillent de la maison pour tous les participants pour penser à comment cette dernière année a changé le monde, mais aussi a créé des défis et des opportunités pour la collecte de renseignements et le partage de renseignements, la collaboration. Si vous pouvez commenter là-dessus plus spécifiquement, mais une question de Jean-Noël Béribé, c'est est-ce qu'on peut identifier en temps réel les cibles des secteurs affectés au Canada par les attaques récentes de cyber dans la pandémie pour renforcer nos collaborations avec l'OTAN pour identifier les attaques potentielles sur les systèmes de l'OTAN et mieux préparer une telle attaque. Alors, se préparer pour une telle attaque. Alors, je vous encouragerais à répondre à ça spécifiquement, mais aussi la question plus large autour des opportunités et des défis de la pandémie, des leçons apprises et de votre perspective, Reg, historiquement, et comment on peut être plus stratégique pour nous assurer que l'on identifie les dangers avant qu'ils arrivent. Est-ce que j'ai un bénévole? Je pense que je peux y aller. Pour l'instant, moi-même et des collègues, on était au Canada à Queen's University, des épidémiologues à University South Wales, et moi-même, quelqu'un d'autre du renseignement, on a fait une demande de financement pour une recherche, pour de la recherche sur les principes pour bâtir un système pour nous prévenir hâtivement pour les agences de santé publique et les agences de renseignement pour collaborer et utiliser ensemble. Les gens seraient au courant au Canada, GPHIN et comment ça a pu prédire la COVID, mais il y a plein de choses comme ça dans les 3 dernières années. C'est Google Flow, etc. Et ces systèmes d'alarme hâtifs, Google pour la santé, qui ont beaucoup fait pour donner des alarmes tôt. Mais ce n'est pas de prédire le prochain virus, mais c'est d'avoir des alarmes plus tôt et prévenir une situation où on ferme l'économie australienne ou canadienne. Et je pense que les nations ne peuvent pas être dans cette situation à nouveau. Et alors, en tout cas, le point est, c'est ce qu'on va faire avec les fonds de recherche. Et je parlais à d'autres collègues canadiens et CG sur comment la sécurité de la santé et comment le renseignement canadien doit se préparer pour la prochaine pandémie. Et la communauté du renseignement n'ont pas traditionnellement vu des pandémies, la rhétorique y arrive, mais traditionnellement, on ne les a pas vus comme des questions de sécurité comme le bioterrorisme, par exemple. Mais la sécurité et santé, j'aime le terme health security parce que ça met tout en perspective. Et on sait que quand il y a une pandémie, on ne sait pas si c'est intentionnel ou non intentionnel jusqu'à temps qu'on ait du renseignement et la cybersécurité et il faut comprendre ce que c'est et comme si c'est intentionnel ou non intentionnel. Et je pense qu'il y a une grosse occasion qui sera bien utilisée. On voit Biden essayer déjà d'améliorer la biodéfense. Commencer par Trump, il y a le potentiel ici pour les Five Eyes pour en faire beaucoup plus. C'est des pays comme les Five Eyes pour en faire plus de manière coordonnée
pour rassembler l'expertise de l'appareil du renseignement, la santé publique au niveau et pour qu'on puisse se parler, et pas nécessairement dans la même pièce, mais je pense qu'on ne veut pas avoir une autre pandémie comme ça. Je pense que c'est un sentiment d'urgence de ramener ces groupes ensemble, le renseignement et la santé publique sur les alarmatifs, mais aussi partager de l'information et comment chacun de ces groupes peut apprendre des autres. Je pense que c'est un point critique. Merci. C'est une thématique qu'on a entendue beaucoup aujourd'hui, que le client du renseignement a vraiment grossi exponentiellement dans les 12 derniers mois de manière qu'on n'a jamais vue. Et comment on formalise ces relations, comment est-ce qu'on a des permissions pour les gens qui en ont besoin, comment est-ce qu'on déplace des documents, partage des communications et déclassifier des informations et partager ça. Merci. Reg ou Nancy, est-ce que vous vouliez commenter? Peut-être que je peux dire quelques mots là-dessus et je suis complètement d'accord et c'est un gros défi pour redéfinir le concept du renseignement tel qu'il a été compris pendant des décennies dans ce contexte plus large. Mais je vais rendre ça encore plus large parce que c'est pas juste la pandémie. Il y a aussi la crise du climat. Et dans les deux cas, il y a des similarités, des similitudes, que c'est la nature et notre relation à la nature et la nature qui se venge, qui nous attaque. Et comment est-ce qu'on compose avec ça? Et il y aura un gros défi qui ressort de la pandémie avec de s'éloigner des carburants fossiles et l'impact que ça va avoir sur différents pays, etc., etc. Mais je veux juste... j'étais frappé parce que Daniel Jean disait la réémergence de la bipolarité dans le monde contemporain avec les deux géants de Chine et USA qui sont en confrontation et le défi que ça pose. Parce que si on va composer avec des enjeux comme la pandémie ou le changement climatique, il faut absolument collaborer avec la Chine et à travers plusieurs enjeux. Comment est-ce que ce sera fait en même temps que le conflit des superpuissances autour du monde? Ça sera un défi important pour le renseignement. Et c'est séparé entre l'ancien et le nouveau en termes de quelles sont leurs perspectives là-dessus. Merci beaucoup pour ces partenariats multipolaires dans un conflit modal bipolaire. Alors, je vais garder ça limité parce que c'est une réponse limitée. Et donc, je reviens à l'évolution et réponse à la COVID, par exemple, et pouvoir anticiper ces choses. Alors, ce que je suis au courant de ça en termes de cette question, c'est que c'est General Van Hurt qui a rapporté sur l'efficacité de Judd Situ pour amener l'information et coordonner la dissémination de cette information et les patterns et les tendances et tout ça, et avec le chiffre qui augmente dans des endroits comme New York et pouvoir coordonner les militaires pour aider d'autres départements du gouvernement et les systèmes de santé pour répondre rapidement, pour accommoder les chiffres qui augmentent rapidement. Et commencer, ça vient de Nordcom, qui c'est la défense et la réponse d'urgence. C'était le premier test de l'efficacité de ce nouveau système et ça a démontré du succès. Et donc, ça a donné un peu une occasion de penser comment on peut travailler là-dessus au niveau plus large, au niveau continental et global. Alors, je vais laisser ça là et merci. Merci beaucoup et merci à tous nos participants en ligne qui nous ont envoyé de très bonnes questions. Je vais arrêter les questions là
mais je veux juste remercier nos panélistes parce que ma dernière question était vraiment considérant beaucoup des participants aujourd'hui, c'est des étudiants. Quelles sont les lignes euh, d'enquête pour les étudiants, pour la prochaine génération de réflexion et de penseurs? Et c'est du travail urgent considérant les enjeux qu'on a mentionnés dans la collaboration du renseignement. Mais vos présentations ont montré à nous tous les enjeux et le besoin de recherche et plus de discussion dans cet espace. Alors, merci beaucoup de différentes parties du monde. Merci à nos participants en ligne. Et maintenant, je cède la parole à Justin et Thomas. Merci pour l'occasion de pouvoir participer aujourd'hui. Merci, Heather. Alors, je vais juste clore la journée. Je serai très bref. Normalement, à la fin d'une conférence, j'aime faire une synthèse des thèmes clés, mais pas vraiment maintenant parce qu'on est un peu fatigué après 14 mois. Alors, je veux juste mettre en lumière 4 points rapidement. Premièrement, quand on a mentionné, comme on a mentionné au début de la journée, nos objectifs aujourd'hui, c'était d'élargir la portée de Intelligence Studies, l'étude de renseignement plus loin que les USA. Vous, la littérature sur le renseignement est focusée sur les États-Unis complètement ou en bonne partie, et c'est normal jusqu'à un certain point, mais on a besoin de plus d'études de cas. Un de nos objectifs aujourd'hui et avec la publication éventuelle, c'est de donner plus d'informations publiques sur comment est-ce que d'autres États s'engagent dans la collaboration du renseignement. Le deuxième point, c'est quelque chose qu'Elder a mentionné dans le dernier panel et c'était mentionné dans la journée, c'est le besoin de non seulement la communauté du renseignement d'augmenter ses bases de clients, l'université, le secteur privé, la société civile, le privé, le gouvernement, qui ne sont pas traditionnellement impliqués, comme on l'a mentionné aujourd'hui, mais c'est ce qui est important, c'est ceux qui étudient le renseignement pour que les médias rapportent là-dessus, d'élargir leur propre focus, de regarder ces partenariats diversifiants que le renseignement développe de plus en plus partout. Le troisième point, c'est plus large, c'est l'importance du débat public sur les questions du renseignement, ici au Canada et partout dans le monde. Mais ici au Canada, on ne parle pas beaucoup du renseignement, les médias ne parlent pas beaucoup là-dessus, les universitaires non plus. Comme Destiny a dit, il y a de plus en plus maintenant, mais il faut continuer ça. Alors, merci à tous les conférenciers pour avoir contribué et merci en particulier aux 3 présidents et aux conférenciers principaux qui servent ou qui sont récemment à la retraite des praticiens de renseignement et sécurité nationale. Il n'y a pas beaucoup de participation publique et de débat public par les praticiens à la retraite au Canada. Et quand ça a lieu, c'est très utile parce que ça amène une perspective informée qu'on n'a pas assez. Alors, pour vous 4 en particulier, merci beaucoup. Exactement la même chose que ce que je viens de dire, mais spécifiquement dans le contexte du Québec. Si c'est vrai qu'au Canada, on ne parle pas beaucoup de questions de renseignement, au Québec, on en parle encore moins. Et ce n'est pas un reproche à qui que ce soit, je pense que c'est juste une réalité, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le milieu universitaire, que ce soit nos politiciens, mais en français, il est très rarement question de questions de renseignement en français. Alors, je pense que ce soit en français ou en tout cas au Québec comme aujourd'hui. Alors, s'il y en a dans ceux qui sont encore avec nous aujourd'hui qui envisageaient parmi les étudiants, les étudiantes en particulier, une carrière éventuellement dans le milieu du renseignement de la sécurité nationale, j'espère que la journée d'aujourd'hui va vous avoir aidé un peu à comprendre un peu mieux ce qui se passe et j'espère vous encourager. So to conclude, thank you to everybody. Alors, pour conclure, merci à tout le monde, merci aux conférenciers en particulier. Merci, comme j'ai dit, au président des panels et aux animateurs de panel. Et merci à Justin Massy qui était l'organisateur de tout ça. Merci à Mines, le département de National Defense Academic and Engagement Program, qui appuie le Network for Strategic Analysis et le NSA, qui est l'institution qui appuie cet événement. Merci aussi en particulier à Chloé Berla, Catherine Poulbourg, Marco Meunier et Jonathan Main
qui ont été le muscle derrière cet événement. Et finalement, merci à tous ceux qui ont participé et surtout ceux qui sont avec nous encore à la fin. Alors, bonne fin de journée. And I'm sorry, I overread that. Thank you to the translators. Merci aux interprètes qui ont, dans des conditions difficiles, dans un contexte virtuel, nous ont donné ce service indispensable. Et merci beaucoup. On espère vous voir en personne un jour. Bonne soirée.